On a vécu donc ces 2 jours de consolidation avec un marché qui a quand même un peu baissé. Et puis bon, voilà, aujourd'hui, le CAC 40 se reprend autour des 5800 points. Et on a le sentiment que Trump a toujours cette capacité de nuisance, diront certains, en tout cas de jouer avec les nerfs des investisseurs. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste, président du cabinet PrimeView. Il nous a plombé l'ambiance, là, Donald Trump, là, avec, on l'a évoqué encore une fois hier et avant-hier, ces menaces commerciales, alors effet immédiat avec le Brésil et l'Argentine. La France, c'est pas encore fait, et puis apparemment, ils nous ont dit hier Trump et Emmanuel Macron à l'OTAN, enfin à Londres, dans le cadre de cette réunion, comme quoi il y avait moyen de trouver un accord, d'aplanir les différends. Mais il nous dit au passage, le président, quand même, s'agissant encore une fois du conflit qui nous intéresse, le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, qu'il n'exclut pas, encore une fois, que les discussions durent encore 1 an. Pas de date limite, dit-il, pour conclure un accord. Il dit, j'aime bien l'idée d'attendre après les élections de 2020. Bref, il a toujours le pouvoir, ce président américain, de perturber les marchés, de plomber l'ambiance. On se disait quoi les marchés pourraient se faire à ces sorties, ces saillies, ces menaces, ces rodomontades. Et non, ça crée toujours de la volatilité. Non, toujours aujourd'hui. Plus que défaire le marché, il l'a fait aussi tout de même. N'oublions pas en fait que le parcours des marchés financiers depuis l'arrivée au pouvoir de Trump a été extrêmement haussier. Et pour quelle raison ? Pour Trump, grâce à Trump, essentiellement à travers la réforme fiscale qu'il a mis en place. On dirait que sa politique est pas mal adossée en fait au marché financier. Et effectivement, on peut estimer et c'est logique, c'est le président de la première économie mondiale qui garde la monnaie de réserve au niveau mondial, qui est encore le leader au niveau international en termes géopolitiques. Donc forcément, bien quand on a le risque pour les investisseurs de voir quelqu'un d'aussi puissant qui puisse remettre en question les règles du jeu, il est évident que on sait qu'elle est versatile aussi, on sait que la vérité d'un jour n'est pas celle du lendemain. Alors, du coup, c'est intéressant parce que là, on va revenir sur le fond du sujet. La question fondamentale, aujourd'hui, les investisseurs estiment qu'on peut avoir un accord. Mais un accord, qu'est-ce que ça veut dire ? Un accord, est-ce que c'est mettre derrière nous la volonté des États-Unis, en fait, de reconstruire une politique industrielle, plus fondamentalement, sur la base, en fait, de les marchés taxes ont acheté douanières. l'idée que d'ici, a priori, d'ici la fin de l'année, il y avait une espèce de mini-trêve. C'est ça. Alors, la question, c'est tout de suite ou pas ? Il n'y avait plus de surenchère. On a arrêté la surenchère. Alors, c'est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. En gros, Trump, depuis maintenant un certain nombre d'années, a avancé dans la notion, en fait, finalement, de relocalisation, de ce mouvement, en fait, d'arrêt d'ouverture commerciale au niveau mondial. Il l'a arrêté. On était sur le 2 pas en avant, là, il a fait 1 pas en arrière. Et donc, effectivement, les investisseurs ont acheté l'apaisement. L'apaisement sur le sujet de la guerre commerciale au niveau mondial. Et je ne parlerai pas que de la Chine, parce qu'il va falloir parler d'Europe aussi par ailleurs, et notamment de sa réponse vis-à-vis, en fait, de la taxe GAFA que la France veut implémenter. Alors aujourd'hui en France, et puis après derrière, au niveau international, elle le souhaiterait. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On était dans le pas en arrière. Mais la réalité, c'est qu'il faut resituer ça dans un contexte plus global. Si les investisseurs estiment que ce pas en arrière va nous amener à faire disparaître la thématique de la guerre commerciale pendant longtemps, c'est une erreur d'analyse, selon nous, en fait, extrêmement lourde. Parce que ce n'est qu'une trêve dans un mouvement beaucoup plus profond. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, dans la stratégie de Trump, il y a 2 aspects. Il y a un aspect politicien évident. Sa posture vis-à-vis des électeurs américains, c'est je suis là pour défendre les intérêts des Américains, et de manière ancestrale, une manière de le démontrer, c'est j'ai des boucs émissaires extérieurs, voilà, et je suis là pour vous défendre, donc je mène cette guerre. Cette posture jusqu'à l'élection, sans pour autant provoquer une récession qui, pour le coup, lui coûterait le job. Absolument. Mais la ligne de crête, elle est là, en fait. La ligne de crête, elle est là. Mais quand on dit America First, il y a 2 manières de le faire. C'est avancer plus vite que les autres, mais aussi faire tomber les autres. Et dans ce jeu, dans ce rapport de force qui se joue au niveau international, aujourd'hui, quelles économies entre la Chine et les États-Unis, quelle finalement économie est le plus en difficulté à l'heure actuelle, en dépit des efforts des Chinois et des autorités chinoises depuis l'année dernière, depuis 1 an maintenant, avec du déficit budgétaire, mettre le paquet sur les investissements, sur les leviers de financement à travers les organismes bancaires, l'économie chinoise a du mal à repartir. Donc on voit bien que dans ce rapport de force, il a bombé le torse aussi, Xi Jinping, il y a une semaine. Je me rappelle, c'est rare. Il nous a fait une sortie, je ne sais plus la phrase qu'il a dit, mais en gros, il a dit que les Chinois ne lâcheraient pas non plus. Oui, mais alors c'est une erreur. C'est rare qu'il descende dans l'arène lui-même. En général, il envoie ses sbires. Bien sûr, mais ça pose les jalons quand même de troubles qui vont continuer d'arriver. Et donc, simplement pour vous dire qu'il y a une partie politicienne chez Donald Trump évidente, il y a une notion de posture, et sa seule légitimité vis-à-vis des Américains, elle nécessite des boucs émissaires. Donc, il va y avoir des boucs émissaires. La Chine aujourd'hui, la Chine demain aussi, mais l'Europe probablement aussi demain. Mais il faut aussi comprendre que derrière Trump, il y a aussi une révolution intellectuelle qui a été menée à travers les autorités américaines dans leur ensemble. Il y a une conviction forte que l'époque 1995, on va dire 2015, est révolue, celle de l'ouverture commerciale qui bénéficiait aux États-Unis
est révolue. Et aujourd'hui, c'est plus que Donald Trump. C'est une conviction forte qu'il faut reconstruire une politique industrielle et donc pour cela, mettre au pli, je dirais, ou presque prendre à rebours tout ce qui était, tout ce même pourquoi on a milité pendant une vingtaine d'années. Les relocalisations sur le sol américain, elles sont à dose homéopathique aujourd'hui. Oui, mais alors si vous pensez, j'entends bien, mais là vous parlez en fait de politique. Là, derrière cela, il y a une notion de sécurité. Derrière cela se joue autre chose que simplement en fait une récession économique ou une croissance économique. Il se joue une notion de leadership international. Un, de leadership international et deux, de sécurité. Regardez ce que vient de publier le commerce, le ministère du Commerce en fait aux États-Unis. Ils viennent officiellement de donner les moyens en fait au secrétaire d'État au commerce de dire quelles que soient les origines sur des importations d'ordre technologique, eh bien en fait de les mettre à l'amende. À savoir de les mettre à l'amende, c'est pas que pour Huawei ou les techs chinoises, c'est aussi vis-à-vis en fait de la technologie européenne. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui les acteurs privés aux États-Unis nous disent aujourd'hui on a même légalement, on hésite aujourd'hui à parler à nos contreparties européennes parce qu'on est vraiment dans la notion de stratégie plus que politicienne, une stratégie globale de reconstruction de la politique industrielle, de réaffirmer en fait son leadership international et on fera tout pour assurer cela et sous couvert de la sécurité nationale aux États-Unis. Et donc, il faut bien comprendre qu'il y a deux dimensions. Une conjoncturelle politicienne évidente, la stratégie des boucs émissaires, et une autre beaucoup plus profonde qui est en fait un revirement, une prise de conscience, en tout cas une conviction nouvelle aux États-Unis de la part de l'intelligentsia. Donc cette guerre commerciale est là pour durer 10 ans, quoi. C'est un mécanisme bien plus profond. Non, sauf que ce n'est pas ce qu'on pratique les marchés, encore une fois. Pour les marchés, non. On arrête l'escalade. Mini-trêve, logiquement, avant la fin d'année, la date du 15 décembre, enfin oui, c'est après-demain, est quand même hyper importante. On saura si oui ou non, sur les produits d'importation pour 160 milliards de dollars de produits d'importation chinoise, notamment l'électronique, qui va toucher donc le consommateur américain, si oui ou non ces droits de douane sont supprimés ou s'ils sont mis en place. Et donc tout à fait, par rapport à cela, peut-être qu'on verra justement s'il y a un accord partiel, donc il faudra étudier. Non, mais là, pour les marchands, Trump, là, ces dernières heures, il sème le trouble dans la tête de tout le monde. Oui. En fait, il remet l'église au milieu du village. La réalité, c'est que c'est lui qui a la main et qu'il faudrait entendre à travers ses propos, et je vais revenir sur la notion de la taxe GAFA française, à travers ses propos, qu'en réalité, c'est un mécanisme de pas en avant, un pas en arrière, mais il garde la main, et c'est une stratégie beaucoup plus profonde que simplement une stratégie politicienne. C'est le président américain qui a la main, vous en avez la conviction? Sans aucun doute. Aujourd'hui, malheureusement, c'est comme ça dans la vie. C'est-à-dire que je vais aller encore un peu plus loin. Se joue aujourd'hui le leadership international, le leadership mondial. Les États-Unis ont laissé rentrer finalement un peu le loup dans la bergerie à travers en fait l'émergence fulgurante de la Chine, qui est un succès absolument remarquable en une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la Chine peut légitimement, je dirais, briguer le leadership dans un horizon même assez rapproché. Et la stratégie d'America First, c'est imaginer que les États-Unis puissent restreindre les bras ballants en voyant finalement un de leurs adversaires, que tout de même leur passer devant sans rien faire, c'était une utopie. Et j'ai envie de dire que les États-Unis s'y prennent suffisamment tôt parce que l'économie chinoise aujourd'hui n'est pas complètement capable d'auto-alimenter sa croissance. Elle garde en fait des poches de fragilité. Et donc c'est finalement... Où ça, par exemple dans son économie réelle, à savoir en fait la difficulté de son marché intérieur finalement à consommer les capacités de production qui ont été mises en place depuis maintenant une vingtaine d'années. D'un point de vue financier, parce que vous savez que ces investissements ont été énormément financés en fait à crédit, et ça les gens savent. Donc en fait on a aujourd'hui une économie chinoise qui a bien sûr progressé, qui a fait des sauts technologiques. Mais qui est un colosse au pied d'argile, c'est ça? Mais qui est un colosse qui est moins au pied d'argile que par le passé, il ne faut pas forcer le trait, mais qui reste en fait fragile, qui est logique d'une certaine manière, qui a devant elle peut-être une crise d'adolescence. Ce n'est pas une crise de jeunesse, c'est une crise d'adolescence avant de devenir complètement adulte. Et le complètement adulte, c'est quand on a une économie qui finalement devient plus autonome du reste du monde. Il a vraiment ça en tête, le président Trump, c'est conserver le leadership américain. Il ne veut juste pas conserver son poste, quoi. Mais il y a les deux. Les deux sont associés. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, et depuis toujours, regardez l'histoire américaine, depuis toujours, ça a toujours été une forme de proximité entre la volonté individuelle d'un représentant, d'une vitrine, le président. Pensez à Reagan, pensez à tous ces présidents qui sont en réalité des porte-paroles, mais qui portent une intelligentsia derrière, en fait, qui a des vérités bien plus profondes, qui peuvent les amener à, pendant des décennies, à militer pour l'ouverture commerciale, parce que l'intérêt des Américains va dans le sens en fait d'une ouverture commerciale, mais et c'est compliqué à vivre pour nous Européens qui sommes rationnels, structurés dans un temps long, qui se projettent dans un temps long, de se dire que ça a été les premiers défenseurs finalement de l'ouverture commerciale, parce qu'ils en ont profité dans les grandes majeures, mais en fonction de leur intérêt, être en capacité finalement d'aller dans la direction opposée est un élément majeur. Je pense qu'il faut bien le comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se joue depuis 1 an et demi ou 2 ans, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, bien entendu. Donc c'est toujours comme cela en fait dans les mouvements, mais qu'on est dans un processus beaucoup plus long qui correspond à une volonté beaucoup plus profonde d'une partie de l'intelligentsia américaine qui a dit stop au mouvement de désindustrialisation. Et quand vous me dites aujourd'hui il n'y a pas d'industrie, c'est vrai, mais vous allez voir demain, savoir probablement post-réélection de Donald Trump, si on est dans l'hypothèse que Donald Trump soit réélu,
sa double stratégie, elle est assez claire. C'est des boucs émissaires extérieurs pour assurer sa légitimité durant son premier mandat. Et le second mandat, il faudra qu'il ait les moyens de sa politique de réindustrialisation. Et vous verrez. Et c'est intéressant de lire sa réponse à Emmanuel Macron sur la taxe GAFA. Ouais. Il a dit quoi? Il n'a pas dit qu'il ne fallait pas les taxer. Il dit c'est moi que qui taxe. ceux qui doivent les taxer, c'est nous. Ce sont nos Eh bien, entreprises, c'est à moi de les taxer. Il nous a donné probablement un indice sur la deuxième partie de son mandat, parce que s'il veut avoir les moyens de sa politique de réindustrialisation, il passera par probablement une taxation de ces acteurs-là. Mais c'est probablement la deuxième partie, en fait, le deuxième étage de la fusée. Donc Donald Trump, dans cette volonté de réindustrialisation, en fait, et de réindustrialisation et de mettre la sécurité nationale des États-Unis au premier plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, on a posé les jalons externes de sa légitimité, et deux, il faudra bien avoir les moyens de cette réindustrialisation, et ça passera par des recettes fiscales. Mais ce n'est pas le sujet de son premier mandat. Ouais. Donc voilà, c'est pas non à la taxe GAFA, c'est les taxes GAFA, c'est pour moi. Ces recettes fiscales, c'est moi qui dois en bénéficier. Pour derrière mener à bien cette relocalisation du site qui n'est pas de lui, qui est en fait, c'est le porte-voix aujourd'hui d'une partie. Et vous regardez en fait même tout ce qui sort aux États-Unis des think tanks milite pour ce qui est en train d'être mis en place. Alors pas sur la forme, mais sur le fond, c'est bien sûr pas Donald Trump tout seul qui dit je vais mener cette guerre. D'entretenir cette tension jusqu'à son élection, sans que tout en conservant une croissance autour de 2%. Bien sûr. C'est ça tout l'enjeu. Oui. Et c'est Jean-Pierre Petit, l'économiste que vous connaissez, qui était là hier, qui me disait qu'il est quand même malin parce qu'il se permet de bomber le torse, le président américain, parce que les indices boursiers américains enchaînent des records. Et il le fait uniquement quand les marchés actions américains montent. Donc et c'est très bien quand ça baisse, il faut calmer le truc. Mais exactement, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, sans générer le chaos. C'est toute la différence entre la stratégie profonde dont on vient de parler et la tactique de court terme qui est comment on met en place cette stratégie. Et finalement, il faut quand même être objectif par rapport au parcours effectué depuis maintenant 3 ans. C'est-à-dire que d'un point de vue stratégique, la stratégie peut être discutée, mais elle est relativement claire et elle avance. Et d'un point de vue tactique, on n'est pas loin du sans faute. Ouais. Je pensais, on finit là-dessus, Pierre, mais je pensais vraiment que les marchés s'accoutumeraient, se feraient, encore une fois, à ces pas en avant, pas en arrière. Et vous ne pouvez pas parce qu'en fait, l'enjeu crucial, c'est que vous savez, nos pratiques sont adaptées à un environnement, à des codes, à des règles d'exercice, à des règles d'activité qui sont communément admises. Le sujet, c'est pas rien ce qu'on vient d'évoquer là. C'est un sujet en fait de remise en question profonde des règles du jeu qui ont fait notre jeu depuis 20 ans. Ouais. Donc on ne pourra pas. Alors tant que ça ne s'est pas matérialisé, tout ça reste en fait du discours, un dialogue. Mais une fois que ça se matérialise, ça revient à remettre en question les fondations de nos pratiques qui se sont construites au cours des 20 dernières années. Donc il est, selon nous, évident que c'est un facteur de volatilité, mais plus que ça, c'est un facteur de redistribution des cartes du jeu, y compris sur les marchés financiers et dans l'allocation d'actifs. Il jouait avec nos nerfs, mais ça n'a pas empêché les marchés actions quand même de faire une année remarquable, même si 2018 était quand même plus compliqué. Mais globalement, depuis son arrivée, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, les marchés actions ont largement monté. C'est lunaire. On lui mettrait une barbe, ça serait presque le Père Noël pour les investisseurs. On n'y est pas encore, d'ailleurs on verra ce qui va se passer au 15 décembre, ce que décide le président Trump ou pas. Merci donc pour ces commentaires signés Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet Frameview. Merci.